justement pour préciser un peu certains points qui donnent lieu à des malentendus. C'est-à-dire que je voudrais présenter, pour commencer, ce qui a été finalement le fil conducteur de différents essais que j'ai écrits depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et comme on est à la fabrique de philosophie, tout professeur, à un moment ou à un autre, rappelle à ses élèves la formule célèbre de Platon, reprise par Aristote: la philosophie est fille de l'étonnement. Généralement, quand vous pensez qu'il n'y a rien à signaler autour de vous, vous ne déclenche pas une réflexion philosophique, mais la réflexion philosophique vient quand il y a quelque chose qui vous étonne, qui vous paraît étrange, qui remonte l'ordre familier des choses. Et donc, demander à un philosophe, finalement, de préciser l'origine de sa réflexion, je ne sais pas si c'est près là, c'est finalement lui demander quel est l'étonnement originaire qui a déclenché chez lui sa réflexion. Qu'est-ce qui m'a étonné au point de me conduire, moi qui n'aime pas écrire, à écrire finalement un certain nombre de livres au fil de ces 20 années. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'étonnement qui m'a conduit à écrire est un étonnement qui, au fond, était déjà très ancien, puisque c'était l'étonnement d'Orwell lui-même. Pas par hasard, si je vais le rencontrer souvent dans ma réflexion. Et pour vous faire comprendre cet étonnement, je vais vous lire un petit texte d'Orwell qui date de 1937 et qui est écrit dans Le Quai de Wigan, qui est un des textes extraordinaires d'Orwell. Orwell, c'est un écrivain, c'est un essayiste, mais il a fait aussi des reportages extraordinaires, notamment celui sur la guerre d'Espagne, hommage à la Catalogne. Et dans Le Quai de Wigan, en 1937, il écrit un livre en 2 parties. La première, c'est le récit d'une immersion dans le monde ouvrier de ce centre industriel qui est Wigan. C'est là où Orwell va vraiment rencontrer la classe ouvrière et devenir définitivement socialiste. La première partie est extraordinaire. Il y a quelque chose de Hemingway et autres quand il décrit le monde ouvrier. Et puis la deuxième partie, c'est un essai sur ce qu'est le socialisme. Si vous aviez un livre à lire pour commencer à comprendre Orwell, je pense que la deuxième partie du Quai de Wigan, c'est en 18, est vraiment l'introduction idéale. Inutile de dire qu'à l'époque, son éditeur, Victor Gollancz, n'a pas tout à fait apprécié la deuxième partie, parce qu'elle pouvait troubler les intellectuels de gauche de l'époque, mais finalement, on a réussi à publier ce texte, il est extraordinaire. Donc je vais vous lire ces quelques lignes, et comme on ne se refait pas quand on est prof de philo, je vous commenterai longuement la première phrase, on ira plus vite. Donc voici le début de ce texte, écrit en 1937, inutile de vous rappeler le contexte, les effets non dépassés de la crise de 29, la montée du fascisme, la terreur des grands procès en Russie, c'est une époque extraordinaire, et voilà ce qu'écrit donc dans cette époque Orwell. En ce moment, la seule attitude possible pour tout individu honnête, en anglais, for any decent person, pour toute personne décente, c'est common decency, que son tempérament le porte plutôt vers les conservateurs ou plutôt vers les anarchistes, c'est d'œuvrer pour l'avènement du socialisme. Alors je fais mon petit commentaire professoral, parce que cette phrase me semble résumer l'essence même de la pensée socialiste d'Orwell. D'abord, vous remarquerez que, pour Orwell, la décision d'œuvrer pour le socialisme, il dit pour ce qu'il appelle le socialisme, trouve son point de départ dans le sens moral des individus. C'est la seule attitude possible pour tout individu honnête. C'est-à-dire que ce qui va nous conduire à penser qu'il faut rompre avec la société dans laquelle nous vivons, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose de fondamentalement indécent, au sens où on parle de revenus indécents, des grands patrons du CAC 40, ou des modèles du football, ou des stars du showbiz, dans la manière dont fonctionne la société moderne. Autrement dit, à l'origine de la révolte socialiste, il y a, pour employer un mot qui est devenu à la mode, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais qu'Orwell aurait ratifié, une indignation.
c'est d'abord parce que nous sommes indignés que nous pensons que le monde tel qu'il va doit être changé. Comme disait Chesterton, le monde tel qu'il ne va pas. Orwell, lui, parlait souvent du mot indignation et parfois de colère généreuse. Il y a des choses qui nous exaspèrent, qui nous indignent dans la manière dont ce monde fonctionne. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la philosophie socialiste, pour Orwell, se réduit à une posture morale. Encore une fois, l'indignation n'est qu'un point de départ. Pour que ce point de départ débouche sur quelque chose de concret, il est évidemment nécessaire de le développer philosophiquement et politiquement. Et par conséquent, de chercher à comprendre la logique du capitalisme, comment elle transforme nos vies quotidiennes, la ville où nous habitons, nos rapports au travail, à la nature, etc., etc. Mais il reste que pour Orwell, c'est bien une révolte morale qui est à l'origine, et tout de suite vous comprenez qu'en 1937, ça le met en porte-à-faux avec ce qui est l'idéologie dominante des intellectuels ou de gauche ou socialistes, qu'est cette version du marxisme qui a triomphé en Union soviétique à cette époque. Parce que vous vous rappelez que pour Marx, le socialisme est une science, c'est pourquoi il a tendance à discréditer le socialisme originel en l'appelant utopique, ce qui veut dire chez lui tout simplement non scientifique, et sa doctrine, il l'appelle le socialisme scientifique. On sait même que son grand modèle était Darwin, il avait voulu dédicacer le Capital dédié à Darwin, il pensait que de même que Darwin avait découvert la loi de l'évolution des espèces, lui avait découvert la loi de l'évolution des espèces sociales, et que c'est ça qui lui avait permis de comprendre qu'il y avait un sens de l'histoire, et que le développement technologique rendait nécessaire à un moment donné, avec, comme il dit, la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature, le passage à une société socialiste ou communiste. Cette prétention peut nous faire sourire maintenant. Cela dit, je signalerai que les libéraux ne sont pas très différents, parce que les libéraux, au fond, ils nous disent que le fondement de leur doctrine, c'est la science économique. Et au fond, si les libéraux étaient honnêtes, ils devraient dire, nous parlons non pas en tant qu'économistes, mais au nom du libéralisme scientifique. Exactement au sens où nous parlait d'un socialiste scientifique. Vraiment, ça changerait un peu la donne si dans une émission C'est dans l'air de Caluy, au lieu de dire pour discuter de la question devons-nous sortir du libéralisme, nous avons là 5 experts de l'économie, si on disait nous avons 5 représentants du libéralisme scientifique, l'émission aurait une coloration un peu différente. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Orwell, il n'est pas nécessaire pour comprendre la nécessité de rompre avec la logique du capitalisme, d'être sorti de Polytechnique, d'avoir étudié le sens de l'histoire, etc., etc., et la mission, avoir compris la mission historique du prolétariat. Il suffit de posséder un minimum de sens moral, et il faut rappeler que chez Orwell, le sens moral n'est jamais séparable du bon sens, ni même du sens esthétique. C'est une question, cela dit, donc de common decency, de sens moral. Et c'est là, évidemment, la racine chez Orwell de son opposition perpétuelle entre un socialisme des intellectuels et des nouvelles classes moyennes, et ce qu'est le socialisme des gens ordinaires, dont il se fait le défenseur. Ça, c'est le premier point dans cette phrase. Puis vous avez remarqué la deuxième partie de la phrase, que leur tempérament, ça c'est un concept très intéressant chez Orwell, le tempérament. Vous avez tous un tempérament qui ne correspond pas forcément d'ailleurs à vos idées philosophiques. Quelqu'un peut avoir un tempérament, une position philosophique qui l'amène à défendre les droits de l'homme, la lutte contre les discriminations, et avoir dans sa vie quotidienne un tempérament fasciste et autoritaire. Orwell nous dit donc il parle du tempérament conservateur et du tempérament anarchiste. Autrement dit, il nous dit il y a 2 types de tempéraments parmi les gens décents et honnêtes, qui ont un sens moral affirmé, qui prédisposent de manière privilégiée à rentrer en dissidence avec la société telle qu'elle est. Comme on dit, dans la salle, il y a peut-être des gens qui ont plutôt un tempérament conservateur.
c'est-à-dire un tempérament conservateur, ça serait celui qu'Engels célèbre quand il dit que il a le sentiment, je cite Engels, que dans l'héritage culturel transmis historiquement, il y a des choses véritablement dignes d'être conservées. Dans la salle, il y a des gens qui ont plutôt un tempérament anarchiste, c'est-à-dire des gens qui ont le goût de l'autonomie individuelle et collective, et qui surtout, ça c'est clair chez Orwell, qui se méfient absolument des gens qui sont animés par l'amour du pouvoir. C'est tout son roman Animal Farm, la ferme des animaux. C'est une révolution des animaux qui veulent faire une ferme socialiste où tous les animaux seraient égaux entre eux. Il se trouve que les cochons, je ne sais pas s'il a choisi par hasard cet animal emblématique, sont travaillés par l'amour du pouvoir et qu'à la sortie, ça donne un monde où tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et évidemment, ce n'est pas simplement une critique psychologique, c'est une critique politique. Parce que dès lors qu'on est dans une grande organisation et qu'il y a une pyramide, que ce soit l'État, une entreprise, mais un parti, une association, en général, vous retrouvez très vite en haut de la pyramide tous ceux qui ont été prêts à tuer père et mère pour arriver là où ils sont. C'est une loi de physique sociale, l'oxygène moral se raréfie plus on s'élève dans la société, que ce soit des organisations, une administration, etc. Et c'était ça le grand tempérament anarchiste d'Orwell. Donc, je suis bien d'accord, quand Orwell, très jeune, se présentait par provocation comme un anarchiste-story, c'était une boutade de jeunesse. Mais quand ensuite on nous dit, c'est par exemple la thèse de Jean-Jacques Rosa, qu'une fois cette boutade de jeunesse, ça n'a plus aucun sens chez Orwell, non. Le socialisme d'Orwell est un socialisme, mais il nous dit que ce socialisme possède dans sa structure quelque chose qui relève du conservatisme et quelque chose qui relève de l'anarchisme. Et sur le plan conservatiste, tous les historiens des révoltes populaires, au Mexique, au Moyen-Âge, etc., montrent toujours que les révoltes populaires prennent appui sur quelque chose du passé. L'autre jour, je voyais devant l'Élysée la manifestation de la Confédération paysanne venue protester contre la loi qu'on veut faire pour interdire aux paysans de réensemencer leurs champs et pour taxer le droit de réensemencer leurs champs avec leur propre récolte. Les représentants de la Confédération paysanne parlaient du droit ancestral et coutumier des paysans depuis le néolithique à disposer intégralement de leur récolte, et c'est quelque chose que vous retrouvez chez Zapata au Mexique, dans les révoltes contre la gabelle au XVIe, XVIIe siècle, etc., etc. Je reprends donc ma lecture, après je ne commande plus le reste de la phrase, donc après avoir dit que tout individu honnête devrait œuvrer pour le socialisme. Or, ce qui me frappe, continue Orwell, c'est que le socialisme perd du terrain là où précisément il devrait en gagner. Avec tous les atouts dont elle dispose, car tout ventre vide est un argument en sa faveur, l'idée du socialisme est moins largement acceptée qu'il y a une dizaine d'années. Et c'est ça l'étonnement d'Orwell. Et je pense que ce texte n'a rien perdu de son actualité. Car, au fond, qu'est-ce qui est paradoxal, au moins pour certains d'entre vous, c'est que comment se fait-il que l'idée du socialisme, autrement dit l'idée que le capitalisme n'a rien de naturel et qu'il appelle une critique radicale dans son fonctionnement, suscite, et c'est encore plus vrai de nos jours qu'en 1937, des réserves, des ricanements apitoyés, c'est-à-dire va nous ressortir du placard et de la naphtaline, le vieux discours dont on sait très bien où il mène, voire de l'hostilité absolue, alors même que jamais les nuisances du système capitaliste n'ont été aussi claires et qu'un nombre croissant de gens aujourd'hui en prennent conscience, et plus aujourd'hui à l'époque de Goldman Sachs qu'à l'époque de Henry Ford en 1937. Vous voyez le paradoxe. Dans la presse la moins politique, on décrit tous les méfaits de la spéculation, du mode de vie individualiste, etc. Et c'est au moment où nous découvrons à quel point ce système appelle une critique que l'idée de le critiquer sous la forme qui avait dominé tout le 19e et le 20e siècle apparaît